Star Trek n'était pas seulement une série télé. C'était un nouveau départ culturel, une aventure spatiale audacieuse qui a stimulé les imaginations et lancé une franchise de plusieurs milliards de dollars. Des succès au box-office aux dérivés et aux conventions de fans, c'est devenu l'un des mondes de science-fiction les plus emblématiques jamais créés. Avant le commandement du capitaine Kirk, un autre capitaine était présent dans l'épisode pilote. Il était fort, intelligent et prêt à partir. Alors, pourquoi est-il soudain parti ? La plupart des fans n'ont jamais eu l'histoire complète. Rejoignez-nous pour découvrir le spectacle, son casting, la raison troublante du remplacement discret du capitaine, ainsi que de nombreux secrets cachés que même les vrais fans ignorent. Un spectacle qui a tout changé. Star Trek a commencé en 1966 et n'était pas juste une série de science-fiction ordinaire. C'était le début d'une énorme franchise médiatique devenue une icône de la culture populaire mondiale. Créé par Gene Roddenberry, la première série s'appelait Star Trek, the original series. Diffusé d'abord au Canada, puis sur NBC aux États-Unis. Il a suivi le voyage de l'USS Enterprise, un vaisseau spatial se déplaçant dans l'espace au XXIIIe siècle. Leur mission, explorer de nouveaux mondes, découvrir de nouvelles formes de vie et de nouvelles civilisations, s'aventurer là où aucun homme n'est allé auparavant. Roddenberry s'est inspiré de films comme Forbidden Planet, de livres comme Les Voyages de Gulliver et même de séries western comme Wagon-Train. Il voulait mêler aventure spatiale et leçons morales. Avec le temps, l'univers de Star Trek s'est étendu avec des films, des séries dérivées, des jeux vidéo, des livres et même des bandes dessinées. C'est devenu l'une des franchises les plus rentables de tous les temps. Après la fin de la série originale, les personnages ont continué dans la série animée et 6 films majeurs. Ensuite, de nouvelles séries télévisées telles que The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager et Enterprise ont poursuivi l'histoire. Chacun s'est déroulé à un moment différent, mais resté lié à l'univers original. En 2009, Star Trek a recommencé avec de nouveaux films basés sur une ligne temporelle alternative appelée la ligne temporelle Kelvin. Il y avait aussi de nouvelles émissions comme Discovery, Strange New Worlds et Picard, disponibles en streaming sur des plateformes numériques. Certains se déroulaient avant la série originale, d'autres avançaient jusqu'au 32e siècle. Star Trek est devenu bien plus qu'une série. Cela est devenu un univers à part. Avant cela, l'émission originale a eu des difficultés. Ça n'a duré que 3 saisons, mais les rediffusions l'ont ensuite propulsé au succès. Cependant, de nombreux fans ignorent encore toute l'histoire sur le casting original et ce qui s'est réellement passé en coulisses. Un équipage futuriste. Ce qui a vraiment démarqué Star Trek, ce n'était pas seulement les batailles spatiales ou les étranges aliens. Ce fut le peuple. L'équipage de l'Enterprise semblait être une équipe internationale unie. Ce n'était pas courant dans les années 1960, surtout à la télévision américaine. Tu avais un barreur japonais nommé Sulu joué par George T. Un officier de communication noir nommé Uhura joué par Michel Nichols. Un navigateur russe nommé Chechov joué par Walter Quag. Un ingénieur écossais nommé Scotty joué par James Doohan. Même un extraterrestre, le premier officier Spock joué par Léonard Nimoy. C'était comme une équipe de l'ONU volant dans l'espace. Ce message d'unité était puissant, surtout en période de manifestations, de guerre et de lutte pour les droits civiques dans le monde réel. Star Trek a montré un avenir meilleur où des personnes de tous horizons travaillaient ensemble en paix. Cette idée simple a donné de l'espoir aux fans et a contribué à l'évolution spéciale de l'émission. Cependant, tout n'était pas toujours si paisible en coulisses. Le casting a travaillé dur, mais a également rencontré des défis. Certains acteurs sont devenus des stars, d'autres ont eu du mal. Certains ont eu leur chance grâce à Star Trek. Pour certains, cela a limité les rôles proposés par la suite. Cependant, le spectacle continuait de croître. Les fans, qu'ils se nomment Trekkie ou Trekker, suivaient tout, des épisodes aux bandes dessinées en passant par les conventions. Star Trek a eu son propre parc d'attractions à Las Vegas pendant 10 ans et des expositions de musées ont voyagé à travers le monde. Ce n'était pas juste un spectacle. C'est devenu un mode de vie pour les fans partout. Martin Luther King Jr. et le pouvoir d'un seul rôle. L'une des histoires en coulisses les plus surprenantes concerne Michelle Nichols, l'actrice qui a joué le rôle du lieutenant Uhura. Elle fut l'une des premières femmes noires à avoir un rôle important à la télévision sans jouer une domestique. Après la première saison, elle voulait partir. Son rêve ultime était de jouer à Broadway. Elle a dit à Gene Roddenberry qu'elle prévoyait de démissionner. Il n'a pas discuté. Il lui a demandé de réfléchir tout le week-end à ce que Star Trek essayait de montrer au monde. Ce week-end, un événement bouleversant s'est produit. Elle a assisté à une collecte de fonds pour la NAACP et a rencontré le docteur Martin Luther King Jr. Oui, ce docteur. Roy.
Il lui a souri en lui disant qu'il était son plus grand fan. Il a dit que son personnage dans Star Trek était important pour des gens comme lui et sa famille. Michelle a dit qu'elle prévoyait de quitter l'émission, mais le docteur. Le roi l'arrêta en disant « Tu ne peux pas faire ça. Ne comprends-tu pas ce que cet homme Roddenberry a accompli ?» Il lui a dit que c'était la première fois que les Noirs étaient montrés à la télévision comme ils méritent d'être vus, non pas comme des personnages secondaires, mais comme des leaders et des égaux. Il a dit que c'est le seul spectacle que sa femme créera et lui autoriseront leurs petits-enfants à regarder tard le soir. Cette conversation a changé son opinion. Elle est restée dans l'émission et a marqué l'histoire. Avenir radieux de Star Trek, difficile après coup. Malgré le succès en rediffusion, Star Trek n'a duré que 3 saisons lors de sa première diffusion. Après la fin, Shatner a eu du mal à obtenir de bons rôles. Il était cantonné au rôle de Capitaine Kirk, ce qui l'empêchait de décrocher d'autres rôles. De plus, il venait de divorcer et se retrouvait avec peu d'argent. Il était fauché et devait accepter tout travail qui se présentait. Il a tourné des publicités télévisées pour des produits comme la margarine promise et les supermarchés Loblaws. Il a même joué dans un film à petit budget appelé Big Bad Mama. Dans le livre The 50 Year Mission, Shatner a admis « Il y avait un temps avant Star Trek où je refusais les rôles qui ne me semblaient pas assez intéressants pour les jouer. Après Star Trek, ses problèmes financiers l'ont rendu incapable de refuser. Il a dit « J'ai dû accepter beaucoup de choses que je n'aurais pas acceptées auparavant. » Progressivement, dans les années 1970, les choses ont commencé à changer. En 1979, il a percé grâce à la sortie de Star Trek, le film. À partir de là, sa carrière a décollé à nouveau. Mais Shatner n'était pas le seul à avoir des difficultés après Star Trek. D'autres membres du casting ont dû affronter leurs propres combats. Le type casting a touché tout le monde. Même Scotty James Duhan, qui jouait Scotty, avait le même problème que Shatner, peut-être même pire. Il est devenu si célèbre en tant qu'ingénieur écossais que les gens ne pouvaient le voir autrement. Après avoir tourné dans le film L'homme des hautes plaines, avec Richard Harris en 1971, il est retourné à Hollywood pour passer des auditions. Les producteurs l'appelleraient simplement Scotty et diraient « Désolé, pas de rôle pour un Écossais ». En vérité, il n'avait fait un accent écossais qu'une seule fois avant Star Trek. Il avait fait 450 émissions de télévision en direct et 4000 émissions de radio avec d'autres voix. Mais cela n'avait plus d'importance. En 1971, il était fauché et ne pouvait pas trouver de travail à cause de Star Trek. Heureusement, Duhan a commencé à faire des apparitions publiques. Il participait à des événements pour les fans, signait des autographes et rencontrait des personnes qui adoraient l'émission. Cela l'a motivé, et tout comme Shatner, sa chance a tourné avec le début du tournage des films Star Trek. Enfin, vivre de Star Trek serait possible. Il a dit que son histoire montre comment un rôle peut rendre un acteur célèbre, mais aussi le piéger. Pour les fans, c'est un rappel que les acteurs de leurs personnages préférés ont affronté de vraies difficultés. Grande voix, grande aide, un peu de renommée. Les gens adorent imiter William Shatner. Ses poses dramatiques et son style de parole dans Star Trek original sont devenus emblématiques. Le premier à réussir parfaitement l'impression était l'humoriste Kevin Pollak, qui a ensuite joué Moy Mazel dans La Merveilleuse Madame. D'accord. Shatner a eu un style si unique qu'il est devenu une partie de la culture pop, tout comme la série elle-même. Cependant, derrière l'amusement, il y avait des moments sérieux qui ont façonné la série. Un de ces moments était de Lucille Ball. Après son divorce avec Desi Arnaz, elle a pris le contrôle des studios d'Ilu. Elle a donné son feu vert à Star Trek. Le studio ne produisait pas beaucoup d'émissions à l'époque. Selon Mark Cushman, auteur de ses voyages, Lucie a déclaré « Il faut diffuser plus d'émissions ». Elle a choisi Star Trek car elle le trouvait différent. Cushman a également dit que Lucie se demanderait « Que ferait de Ceci ?» Elle pensait qu'il produirait des spectacles qu'il possédait, pas seulement des spectacles pour d'autres entreprises. C'est pourquoi elle a tenté sa chance avec Star Trek. Elle pensait que cela pourrait être comme I Love Lucy, une série qui serait rediffusée pendant des années. Elle avait raison. Les 2 émissions sont diffusées depuis des décennies. Lucy n'avait pas l'argent pour maintenir Desilio en marche. Elle a dû vendre le studio à Paramount, incluant Star Trek dans la transaction. Ensuite, le spectacle est devenu le succès mondial que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, ce n'était pas la seule décision surprenante prise en coulisses. Star Trek a ajouté un personnage russe suite à une plainte de Pravda. Gene Roddenberry aimait raconter cette histoire, mais la réalité était très différente. En 1966, dans un mémo, Roddenberry exprime clairement son souhait de séduire un public plus jeune. Il cherchait à attirer le même public qui aimait les singes. Ainsi,
Ils ont créé Chechov, un jeune et énergique personnage russe interprété par Walter Koenig. Tout ce blabla sur Pravda, c'est du vent. Quag a ensuite déclaré que c'était juste de la publicité. Il a dit qu'il voulait quelqu'un qui plairait aux 8 à 14 ans et ont décidé de le rendre russe. C'était ça. Pas de politique, seulement du marketing. Ensuite, le film Star Trek est sorti en 1979. Tout le casting revenait sauf Léonard Nimoy. Il ne voulait pas revenir. Paramount utilisait son visage dans des publicités et sur des produits sans le rémunérer, donc il a refusé de participer. La fille de Robert Wise a dit au réalisateur « Pas de Spock, pas de Star Trek ». C'était important. Sans Nimoy, le film aurait pu échouer. Et ensuite, il y a l'histoire la plus folle de toutes. En 1975, Gene Roddenberry a écrit un scénario pour un film intitulé The God Thing. Captain Kirk ferait face à un puissant alien se prétendant Dieu. Le studio a refusé, mais des années après la mort de Roddenberry, l'histoire a été adaptée en roman par Michael Jean Friedman. Jésus aurait pu combattre le capitaine Kirk, ce n'était pas une blague. C'était une idée sérieusement envisagée. Tout cela, de Spock disparu aux extraterrestres divins, n'était que la surface. À cause d'une histoire inattendue pour les fans. Une histoire sur le capitaine original remplacée soudainement et discrètement. Avant Kirk, il y avait le capitaine Pike. Avant William Shatner, un autre capitaine était présent dans l'épisode pilote de Star Trek. Le capitaine Christopher Pike était interprété par Jeffrey Hunter. Autrefois, Jeffrey Hunter était un acteur célèbre. Il avait une image propre, une forte présence à l'écran et était considéré comme un séducteur. Lors de la création de Star Trek par Gene Roddenberry, il a choisi Hunter pour diriger le spectacle en tant que capitaine de l'USS Enterprise. Hunter a joué dans le premier épisode pilote intitulé The Cage. Sa performance en tant que Pike était sérieuse, émotive et pleine de colère. La narration de cet épisode montre Pike piégé par des aliens étranges sur la planète lointaine appelée Talo 4. Ces extraterrestres ont utilisé des tours de l'esprit pour essayer de contrôler Pike. Ils voulaient qu'il reste sur leur planète pour former un nouveau groupe d'humains en utilisant des illusions pour le piéger. Pike tint bon. Il a montré colère, haine et résistance, ce que les extraterrestres ne pouvaient pas supporter. La performance de Hunter était puissante. Il serra les dents, serra les poings et refusa de céder. Certains disent que sa performance était trop intense pour la télé, mais c'est faux. En fait, c'était le contraire. Son travail était captivant et mémorable. Lorsque Star Trek a eu une seconde chance avec un nouveau pilote, Hunter n'est pas revenu, et au lieu de remplacer le capitaine Pike, Roddenberry a créé un tout nouveau capitaine, James T. Kirk. La plupart des fans ont vu des morceaux de la cage plus tard, lorsqu'elle a été réutilisée dans un épisode en 2 parties appelé l'épisode pilote. Dans cette version, on a appris que Pike s'est retrouvé gravement blessé et en fauteuil roulant, incapable de parler. L'acteur Shakeni a joué Pike plus âgé et abîmé. Dans cet épisode, Spock aide son ancien capitaine à retourner chez les Talosiens pour vivre en paix le reste de sa vie grâce aux illusions. Malgré l'absence de Jeffrey Hunter, son personnage a eu une conclusion appropriée dans l'histoire de l'émission. Et l'acteur, que lui est-il arrivé? Pourquoi n'a-t-il pas continué avec Star Trek? C'est là que ça se complique un peu. Qu'est-il vraiment arrivé en coulisses? La version officielle était simple. Jeffrey Hunter n'était pas disponible pour le 2e pilote de Star Trek. Cependant, selon de nombreuses personnes impliquées dans l'émission, la vérité n'était pas si simple. Une version de William Shatner lui-même. Il a dit que Gene Roddenberry lui avait un jour mentionné des problèmes entre Hunter et sa femme. Shatner a dit que Roddenberry se plaignait des crises de colère, des restrictions et des ultimatums posés sur la table. Plutôt que de gérer ce stress, Roddenberry a décidé de passer à autre chose et de remplacer le capitaine. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette version. Certaines sources, comme le Star Trek Encyclopedia, indiquent simplement que Hunter n'était pas disponible. D'autres, comme Brian J. Dans un brief guide to Star Trek, Rob dit que NBC n'aimait pas Hunter dans le rôle et qu'il n'était pas enthousiaste à l'idée d'être lié à une série à long terme. For this reason, his contract was not renewed with the approval of the second pilot. Cependant, une interview éclaire davantage la situation. Le blog Fact Trek a partagé un enregistrement d'une ancienne convention de fans où Oscar Katz, vice-président exécutif chez Dilo Studio, a révélé la vérité. Selon Katz, Jeffrey Hunter n'avait pas encore vu son épisode, The Cage, lorsque le studio a décidé de tourner un 2e pilote. Le studio avait déjà dépensé plus de 500 000 $ pour le tournage, donc il voulait que Hunter revienne. Avant sa décision, une projection privée lui a été organisée. Gene Roddenberry, Oscar Katz,
et HRB Solo étaient présents. Ils ont regardé la vidéo ensemble dans une grande salle de projection chez Dilo, espérant ramener Hunter, mais après avoir vu le pilote, Hunter n'est jamais revenu dans la série. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La femme qui a tout changé. Beaucoup pensent que Joan Bartlett, la femme de Jeffrey Hunter à l'époque, est la raison de son absence. Léonard Nimoy a partagé dans son livre de 1995, Je suis Spock, que Jeff Hunter a été renvoyé lorsque sa femme a commencé à le représenter et a fait des demandes que Jen considérait excessives. Nimoy a précisé être le seul acteur à être revenu du premier pilote à cause de ce problème. Shatner a également mentionné la même chose dans son livre, Star Trek Memory, publié en 1993. Dans ce livre, il affirme que l'histoire officielle selon laquelle Hunter était simplement indisponible n'était pas vraiment vraie. Shatner a écrit que Hunter n'a pas été incapable de s'engager dans la série, mais a été renvoyé. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème pendant le tournage, mais une fois l'épisode terminé, tout a changé. D'après Shatner, la femme de Hunter est soudainement apparue aux réunions de production. Elle n'a pas du tout aimé le premier épisode. Il a dit qu'elle allait débouler dans le bureau de Gene Roddenberry et commencer à faire des demandes folles. Elle a demandé que Jeffrey soit seulement filmé sous certains angles. Elle semblait vouloir plus de contrôle sur la carrière de son mari. Et Roddenberry ne voulait pas s'en occuper. Au lieu de garder le même acteur ou même le même personnage, Roddenberry a pris une décision audacieuse. Il a introduit un nouveau capitaine, un nouveau ton et une nouvelle direction pour la série. C'est à ce moment-là que le capitaine James T. Kirk est né. Et le reste, comme les fans le savent, est devenu l'histoire de Star Trek. C'est étrange de penser qu'un avis hors caméra aurait pu changer tout l'avenir de la franchise. Un héritage vivant. Malgré l'absence de Jeffrey Hunter dans Star Trek par la suite, son rôle de Capitaine Pike est resté mémorable. Dans la ménagerie, les fans ont vu la fin de son personnage. Pike, vieux, blessé et muet, reste un chef fort et mémorable. Plus tard, d'autres acteurs ont pris le rôle. Sean Kenny a joué Pike blessé et Anson Mount a ramené le personnage dans la nouvelle série Star Trek, Strange New Worlds. Rien de tout cela ne se serait produit sans la performance originale de Hunter. Sa version du capitaine Pike montrait un aspect du leadership différent de celui de Kirk. Pike était sérieux, émotif et avait une force tranquille. Sa participation dans la cage est devenue une grande partie de l'histoire de Star Trek. C'est devenu un grand « et si » dans l'histoire de la télévision. Et si Hunter était resté? Et si Roddenberry l'avait gardé en tant que protagoniste? Star Trek serait-il devenu le même phénomène mondial? Personne ne sait avec certitude, mais nous savons cela. Son départ soudain a profondément influencé l'émission. Les fans débattent toujours de la vraie raison de son absence, mais tout semble indiquer des conflits en coulisses, notamment avec sa femme. Comme l'a dit Nimoy, les exigences étaient tout simplement trop élevées. Et Shatner a été clair. Il semblerait qu'il y ait eu des problèmes avec Jeffrey. Après coup, que ce soit pour des questions d'organisation, de contrôle ou de conflit de personnalité, le départ de Jeffrey Hunter n'était pas simplement un choix anodin. Un moment qui a changé Star Trek à jamais. Que s'est-il réellement passé lors de la projection? Lorsque les producteurs de Dilo ont tenté de ramener Jeffrey Hunter pour un deuxième pilote de Star Trek, cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Oscar Katz, un des hauts dirigeants à l'époque, a déclaré que Hunter et sa femme sont venus regarder le premier pilote, The Cage. Les chats pouvaient le sentir d'un simple regard. Quelqu'un dans la pièce n'aimait pas ce qu'il voyait. Il a dit qu'au moins l'un d'entre eux le détestait. Peu de temps après la projection, Katz a appris que Hunter ne voulait pas revenir à l'émission. Au début, Katz pensait que c'était juste une stratégie de négociation. Il pensait que Hunter cherchait à obtenir une meilleure offre. Donc, Katz a demandé à l'équipe commerciale de continuer à discuter avec l'agent de Hunter. Mais après quelques semaines, rien ne fonctionnait. Les discussions échouaient et tout le monde perdait patience. Katz a dit « Un jour, j'ai dit, oublie ça. On signe un autre contrat. Oublie les 645 000 $ de film. » Cela signifiait qu'ils étaient prêts à perdre tout l'argent dépensé pour la cage et passer à quelqu'un d'autre. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord sur cette histoire. Une autre version a été proposée par Solo et le producteur Robert H. Dans leur livre Inside Star Trek, The Real Story. Ils ont affirmé que Hunter n'est jamais venu à la projection. Seule sa femme. Après le générique, elle s'est levée et a donné une réponse claire. Elle a dit que ce n'était pas le type de spectacle que Jeff veut faire et que ce ne serait pas bon pour sa carrière. Jeff Hunter est une star de cinéma. Le livre a commis une petite erreur. On l'appelait Sandy, mais son vrai surnom était Dusty. Malgré l'erreur, cela montre la division des souvenirs de ce moment. Pourtant, une preuve de la projection existe.
une invitation envoyée par Gene Roddenberry à Hunter lui-même. Dans la lettre, Roddenberry a écrit que le réseau était intéressé par Star Trek, mais se sentait un peu nerveux car c'était une idée si inhabituelle. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Les lettres de Roddenberry révèlent un autre aspect. Gene Roddenberry voulait que Hunter reste dans la série. Dans sa lettre à l'acteur, il a écrit « En tout cas, je pense qu'il est important que tu vois le film ». Il a expliqué qu'il devrait bientôt s'asseoir et discuter, ce qui ne fonctionnerait pas si Hunter n'avait pas vu le montage final. Il semblait optimiste, essayant toujours de convaincre l'acteur de donner une vraie chance à Star Trek. Plus tard, Roddenberry a appris que Hunter avait pris sa décision sans même lui en parler directement. Quelqu'un d'autre l'a annoncé. Roddenberry a ensuite envoyé une autre lettre disant « On m'a dit que vous aviez décidé de ne pas poursuivre Star Trek ». Il a ajouté « C'est à toi de décider, et je dois le respecter ». Sa réponse était calme et dénuée de colère ou de drame. Il a dit qu'il n'avait aucune rancune ni mauvais sentiment et qu'il continuerait à exprimer publiquement et en privé l'estime élevée que j'ai apprise pour vous pendant la production de notre pilote. Roddenberry est resté calme et respectueux malgré l'impact décisif de ses décisions sur l'avenir de Star Trek. Pourquoi Hunter, ou plus probablement sa femme, voulaient-ils abandonner quelque chose d'aussi important? Selon l'écrivain James Vanet, auteur de L'homme qui a créé Star Trek, tout pourrait se résumer à une croyance. Il a écrit que la femme de Hunter a convaincu l'acteur que la science-fiction était en dessous de lui. Elle pensait que ce n'était pas assez bien pour Jeffrey Hunter. Malheureusement, cela pourrait être une erreur. À ce moment-là, les plus grands rôles cinématographiques de Hunter étaient déjà derrière lui. Il avait joué dans des films comme The Searcher des King of Kings, mais sa carrière commençait à ralentir. Il est décédé en 1969, peu de temps après, et The Cage est resté son unique apparition dans Star Trek. Cependant, son bref rôle a laissé une grande empreinte sur la franchise. Des années plus tard, quelqu'un ramènerait le capitaine Pike à la vie, transmettant le flambeau à un nouveau capitaine Pike. En réutilisant les images de la cage dans la ménagerie, le personnage du capitaine Pike est entré officiellement dans l'histoire de Star Trek. Donc, avec la création de nouvelles séries Star Trek, il était logique de revisiter le personnage. Dans la saison 2 de Star Trek Discovery, Anson Mount a été choisi pour jouer le capitaine Pike. Et ce n'était pas une décision aléatoire. D'autres personnages de la cage sont également revenus, dont Spock, interprété par Ethan Peake, et le numéro 1, joué par Rebecca Roma. Même les étranges Tloyans sont revenus. Les fans étaient enthousiastes. Ces anciens personnages ont suscité un grand intérêt, menant Paramount à créer Star Trek, Strange New Worlds. Cette série se concentre entièrement sur Pike et ses missions à bord de l'USS Enterprise, se déroulant après la cage, mais avant la série originale avec Kirk. De nouveaux fans ont vite remarqué que Pike et Kirk étaient différents. Leur style et personnalité étaient très différents. Mais les deux étaient devenus centraux pour Star Trek à leur manière. Anson Mount savait parfaitement dans quoi il s'engageait. Il ne jouait pas un simple rôle. Il reprenait un personnage apparu une seule fois, mais qui avait une grande importance pour les fans de longue date. C'est là que les choses ont pris une tournure émotionnelle. La bénédiction du fils de Jeffrey Hunter. Chris Hunter, fils de Jeffrey Hunter, est né en 1952. Il était le fils de Jeffrey et de sa première épouse, Barbara Rush. Jeffrey a ensuite épousé Joan Bartlett, la même femme qui assistait aux projections et aurait formulé des exigences. Ce mariage s'est terminé par un divorce en 1967. Hunter s'est remarié en 1969, 3 mois avant son décès soudain. Chris Hunter n'oubliait jamais le lien de son père avec Star Trek. Lorsqu'Anson Mount a endossé le rôle du capitaine Pike, Chris l'a pleinement soutenu. D'après un article de Popverse de 2025, Chris est allé au Comic-Con en 2018 pendant que Mount faisait la promotion de Discovery. Il lui a dit qu'il pensait que son père aurait approuvé son choix. Cela a beaucoup compté pour Mount. Plus tard, il a déclaré lors d'une convention « Je savais absolument. Je suis un fan de Star Trek. Je sais que c'est bien plus qu'une simple émission de télé pour beaucoup de gens. Il savait l'importance de traiter le personnage avec respect, et il l'a fait. » La version de Mount du capitaine Pike a insufflé une nouvelle vie au personnage tout en rendant hommage à la performance originale de Jeffrey Hunter. Bien que Hunter n'ait été présent que dans un épisode, son impact est toujours ressenti aujourd'hui. Son approbation l'a confirmé. Un personnage presque disparu est de nouveau au centre de l'univers Star Trek grâce à une décision prise il y a près de 60 ans et à l'histoire complexe derrière le départ du capitaine original. Penses-tu que Jeffrey Hunter ait commis une erreur en quittant Star Trek ? Était-ce le bon choix pour sa carrière à ce moment-là? Et s'il était resté, penses-tu que le capitaine Pike aurait pu devenir aussi emblématique que le capitaine Kirk?
Exprimez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester à l'écoute pour plus d'histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine!